Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir renouvelé votre confiance à la télé qui a une longueur d'avance et parce que les questions qui tiennent à la vie de la nation nous tiennent à cœur. ADS TV pour le grand rendez-vous ose poser le regard sur la sécurité alimentaire et qui de mieux pour en parler que le ministre commissaire à la sécurité alimentaire en la personne de M. Redouane Aga Mohamed Ali. Vous êtes à la tête de l'institution depuis 2020. Vous êtes ministre à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Vous êtes également un acteur de paix, un homme de terrain. Votre engagement a même été salué par le bureau du vérificateur général. Vous avez été élevé au rang de chevalier, puis d'officier de l'ordre national. Monsieur le ministre commissaire, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer ici. Encore une fois, merci, monsieur le ministre. J'espère que je ne me suis pas trompée à la présentation. J'ai essayé de faire quand même assez court. Non, vous n'êtes pas trompé. Vous avez ramassé l'essentiel. Merci beaucoup. Merci. Alors, parlons du commissariat à la sécurité alimentaire qui semble être de plus en plus connu sous votre leadership. Pouvez-vous présenter que ce soit les missions, le rôle, l'importance de cet appareil, de cet organe au sein de l'appareil d'État? Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour m'avoir donné l'occasion de m'exprimer ici et aussi de m'acquitter d'un devoir qui est celui de redevabilité, non seulement vis-à-vis de ceux qui m'ont confié ces responsabilités-là, mais aussi et surtout auprès de nos concitoyens et auprès des bénéficiaires de nos interventions. Le commissariat à la sécurité alimentaire est un service de la présidence de la République qui a rang de département ministériel, qui est dirigé par un commissaire à la sécurité alimentaire avec rang de ministre et qui comprend plusieurs autres services et structures. La mission principale du commissariat à la sécurité alimentaire, c'est d'élaborer et de mettre en œuvre la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cette mise en œuvre s'est faite évidemment en lien avec les autres départements qui sont impliqués dans les questions de sécurité alimentaire. Comme vous le savez, la question de la sécurité alimentaire est une des questions les plus transversales. Elle embrasse beaucoup de départements qui sont impliqués et nous travaillons en parfaite collaboration avec ces départements-là, mais aussi avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui interviennent dans ce domaine et avec lesquels nous avons signé un protocole d'entente entre l'État et le pays. Nous avons des espaces communs de coordination et de communication. Le commissariat à la sécurité alimentaire, pour s'acquitter de ses missions, repose, comme je viens de le dire, sur des services et des structures attachées. Le premier service est l'agence de veille en sécurité alimentaire, de veille et d'alerte en sécurité alimentaire et nutritionnelle, la VASAN, qui est en amont de tout ce que nous faisons au niveau des interventions. Et c'est lui qui établit la situation alimentaire chaque année, au sortir de l'année de la période agricole, et il mène des évaluations qui aboutissent à l'établissement d'une situation alimentaire consolidée et harmonisée avec l'ensemble des données collectées par les autres secteurs. Cette harmonisation s'est faite au cours de rencontres sous l'égide de SILS qu'on organise chaque année au mois de novembre et qui est l'aboutissement de toutes les évaluations. Et au cours de cette rencontre, l'ensemble des données sont analysées et traitées. Et au bout d'une semaine de travail, les experts donc finalisent une situation qui est fait l'objet d'une communication officielle. Pour cette année, l'année 2025, cette situation concernait 1,4 million de personnes en situation d'insécurité alimentaire. Alors, et donc pour ce service, je voulais parler aussi de l'Office des produits agricoles du Mali, qui est la structure qui gère pour nous les stocks stratégiques de l'État. Les stocks stratégiques, on parle d'abord du stock national de sécurité, à partir duquel sur lequel on puise pour faire des distributions alimentaires gratuites lorsque la situation l'exige. Mais aussi nous avons un autre stock qu'on appelle le stock d'intervention de l'État qui permet de réguler les marchés. Et comme on sait que les tensions au niveau céréales sont surtout au niveau du riz, pour toutes les autres céréales qui sont produites localement et suffisamment, telles que les céréales sèches, nous avons moins ce problème-là que pour le riz, et donc il est constitué essentiellement du riz et il permet de réguler sur l'ensemble des régions, en tout cas des anciennes régions. Il est déployé des cailles à Gao
et il permet d'intervenir sur les marchés pour baisser les temps à faire. En tout cas, avoir une influence sur les tensions des marchés lorsqu'elles sont constatées. Et là aussi, nous travaillons avec, dans le cadre de la mise en œuvre de ces ventes d'intention avec les ministères de l'Industrie et du Commerce notamment. Pour dire qu'il y a plusieurs services qui interviennent pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et donc, l'OPAM aussi gère aussi tous les autres stocks qui sont mis à disposition, qui peuvent être des stocks qui sont mis à disposition par des donateurs extérieurs. À votre arrivée, vous avez quand même initié plusieurs réformes majeures, notamment l'amélioration du dispositif de gestion des stocks nationaux, vous venez de l'évoquer, le renforcement de l'implication des acteurs régionaux et l'opérationnalisation du fonds commun des partenaires. Quelles ont été les principales motivations qui ont conduit à ces décisions? Alors, les principales motivations, je parlerai d'abord de l'efficacité de nos interventions, de façon à ce que nos interventions bénéficient le plus possible, en tout cas aux personnes auxquelles elles sont destinées, et aussi, lié à cela, améliorer la transparence et la bonne gestion de toutes ces opérations-là. C'est ce qui nécessite l'implication à tous les niveaux de tous les acteurs, y compris surtout au niveau local, parce que c'est là où les choses se passent. Et donc, vous allez voir que de plus en plus, nos actions sont décentralisées. Les gouverneurs au niveau des régions sont responsabilisés, et à travers eux, les préfets et les sous-préfets pour le suivi de toutes ces distributions alimentaires, par exemple, qui sont faites par des commissions locales de distribution, qui sont composées des représentants des chefs de village, des chefs de fractions, des représentants des jeunes et des femmes, et qui sont présidés par les maires, avec la supervision directe, sous la supervision directe de l'autorité administrative, je venais de dire, mais aussi des ONG qui aident au ciblage et au rapportage de toutes ces opérations. Dans les cadres, comme nous ne faisons pas que des distributions alimentaires gratuites, nous arrivons aussi, nous intervenons aussi dans le cadre du renforcement de la résilience. Parce que comme vous le savez, les distributions, c'est le recours ultime lorsqu'on ne peut pas faire autrement. Mais elles concernent une période limitée. Il ne faut pas installer les gens dans l'assistanat, donc il faut leur permettre de se relever de cette situation. Et c'est là aussi avec nos partenaires qu'on intervient, aussi à travers des programmes ou des projets à impact rapide, dans le cadre du maraîchage, dans le cadre de la petite agriculture familiale, et tout ça pour sortir les gens et donner les gens à nos concitoyens la possibilité de produire par eux-mêmes ce dont ils ont besoin pour se rendre autonomes au point de vue alimentaire. Donc, pour tous ces choix-là, de ces zones-là, les autorités locales, les communautés sont impliquées dans toutes ces prises de décision-là. Alors, parlons de la FAM, la facilité alimentaire malienne. En quoi constitue ce mécanisme? Parce qu'on entend parler, on le voit, mais qu'en est-il réellement? Alors, vous savez, la sécurité alimentaire, en gros, en quelques mots, c'est la disponibilité physique et économique des aliments sur l'ensemble du territoire et pour l'ensemble des Maliens partout où ils se trouvent. Et donc nous agissons à la fois sur la disponibilité physique, mais aussi la disponibilité économique. Pour des ménages qui peuvent avoir accès, des ménages à revenus modestes, qui ne peuvent pas avoir accès à ce qu'il leur faut pour se nourrir, on intervient dans ces cadres-là pour leur donner un accès. Donc ce serait des céréales qui sont vendues à un prix social. Par exemple, cette opération est en cours à Bamako et vos équipes peuvent d'ailleurs aller suivre les dispositions qui sont, enfin, de cette opération qui est en cours de mise en œuvre, même là, dans les communes de Bamako. Chaque mois, depuis le mois de solidarité, le mois de solidarité, ce sont 2000 ménages qui ont été concernés, qui sont concernés, et le mois de décembre, en novembre-décembre, ce sera 1000 ménages par mois. Et elle concerne essentiellement la mise à disposition du riz. Donc 50 kg de riz est vendu pour chaque ménage à 13 000 francs CFA, soit donc moitié prix pratiquement sur le marché. Sur le marché, exactement. Donc elle consiste à cela essentiellement, et elle va avoir vocation à couvrir en tout cas l'ensemble des zones urbaines. On a mis un test à Bamako l'année dernière sur 600 ménages, on l'a mis à l'échelle sur Bamako, et dès début 2026, elle va concerner d'autres villes. Facilité alimentaire, vous avez parlé d'un accès économique quand même qui est assez bien réfléchi, mais il y a aussi cette question de mobilisation de financement endogène. Alors pour le moment, cette facilité alimentaire, elle est financée essentiellement sur le budget national. Nous sommes en train toujours dans le but de soulager ce budget national qui est mis, comme vous le savez, à rude
épreuve, nous sommes en train de réfléchir à des modes de mobilisation, à des mécanismes qui permettent de mobiliser des ressources, non seulement endogènes, mais aussi des ressources auprès de certains partenaires qui sont intéressés par cette expérience. On y reviendra certainement dans les années à venir, une fois que l'opérationnalisation se fera. Mais la question de la sécurité alimentaire recouvre plusieurs dimensions, dont la dimension nutritionnelle. Quels sont les principaux axes et quel plan d'action est mis en œuvre pour assurer la dimension nutritionnelle aussi? Vous savez, la nutrition, c'est une autre problématique qui est liée surtout à la qualité de l'alimentation. Notamment pour les femmes enceintes et pour les enfants de moins de 0 à 5 ans. Et en collaboration avec l'ensemble des partenaires qui interviennent dans le domaine, il s'agit surtout non seulement de mettre dans l'urgence, comme je l'ai dit, des produits à haute valeur nutritive pour corriger une situation de malnutrition déjà déclarée, mais aussi dans la prévention. Il s'agit maintenant de former, en tout cas surtout les femmes, qui sont des actrices, j'allais dire, des vraies actrices des questions de nutrition, les outils et les former pour mieux composer avec les aliments qu'on a déjà à disposition, des recettes qui sont adaptées à l'alimentation à la fois des jeunes enfants et des femmes allaitantes ou des femmes enceintes. Et ça, c'est des programmes chaque année qui existent, surtout en collaboration avec le ministère de la Santé et du Développement social, avec l'UNICEF et avec le Programme alimentaire mondial. C'est un volet important aussi des plans nationaux de réponse. Alors, pour l'année 2025, plus de 12 milliards de francs CFA ont été mobilisés par le gouvernement pour la mise en œuvre du plan national de réponse 2025. Quelles sont les principales activités prévues? Alors, les principales activités, la première d'abord, la plus importante, constitue la reconstruction des stocks qui couvre 80%, plus de 80% de ce montant va dans la reconstruction des stocks. Après la reconstruction des stocks, à partir desquels on va puiser jusqu'à 23 000 tonnes pour faire des distributions. On est en train de puiser jusqu'à 23 000 tonnes pour faire des distributions qui sont en cours et qui vont être finalisées d'ici la fin du mois. Et il y a aussi des opérations de ciblage, d'identifier les personnes qui doivent recevoir ces aides-là, les lister et faire ce travail de rapportage. On a aussi des transports, le coût d'acheminement de toutes ces aides-là vers les zones de distribution, donc au niveau des communes. On assure l'acheminement jusqu'au niveau commune. On a aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne fait pas que de distribution alimentaire gratuite, on fait en sorte que là où on peut le faire, lorsque on est à intervenir dans des zones où les chocs ont été, par exemple des inondations, ont causé des pertes, on fait en sorte que les populations concernées soient relevées et autonomisées. Donc on intervient avec nos partenaires aussi dans ces cadres-là pour qu'on n'ait plus besoin l'année prochaine de faire des distributions dans les mêmes zones. Je prends pour exemple la région de Tombouctou où les inondations ont créé des brèches au niveau des digues qui protègent les principales plaines de production de riz. On avait été alerté et on a été avec nos partenaires, notamment le Programme alimentaire mondial, la FAO, l'ONG WHH, mais surtout les services techniques de l'agriculture et du génie rural pour travailler à colmater ces brèches-là et permettre que la campagne s'installe bien à Tombouctou. Donc on fait ce genre d'intervention et comme ça l'année prochaine, en 2026, on n'aura pas à intervenir pour cette raison-là, ces mêmes questions-là. Et donc on appuie aussi les pisciculteurs qui ont été aussi touchés l'année dernière par les inondations. Pour les plantes, on fait en sorte que chaque année, on les rapporte aussi dans le cadre du plan national un apport. Ils vont recevoir à peu près 300 tonnes aussi d'aliments poissons. Ça fait une valeur d'à peu près 300 millions, un peu plus de 300 millions de francs CFA. Donc c'est un ensemble, c'est une diversité d'activités. Vous avez la facilité alimentaire dont on a parlé tout à l'heure aussi, qui fait partie de ce budget. Cet effort considérable de l'État est appuyé aussi par l'effort de nos partenaires techniques et financiers qui interviennent non seulement sur le plan bilatéral, mais aussi multilatéral à travers le Programme alimentaire mondial, la FAO et d'autres organisations. Il y en a qui font les deux, qui interviennent soit directement avec nous, donc en bilatéral, et aussi en appui au Programme alimentaire multilatéral. De toute façon, tout ce que nous le faisons en parfaite coordination, en parfaite synergie avec le Programme alimentaire mondial, qui intervient aussi sur la base des priorités de l'État.
Parce que comme je l'ai dit, les évaluations ce sont celles faites par notre service et tout le monde s'inscrit dans le cadre de ces priorités-là. Donc, pour dire qu'il y a une parfaite coordination, une synergie pour cibler les actions destinées à l'endroit de ces populations, assurer la résilience à travers certains programmes, certains projets pour leur permettre de reprendre l'économie de la zone. Tout à fait. C'est vraiment un travail de proximité qui est fait et au jour le jour, de suivre la situation non seulement des distributions, mais aussi travailler à l'autonomisation des zones qui ont été touchées. Mais face à ces différentes crises conjoncturelles et structurelles, quelles spécificités vous avez quand même remarquées durant ces dernières années pour faire en sorte que la résilience puisse être là, la sécurité alimentaire et nutritionnelle puisse être quand même de mise pour l'ensemble des Maliens? Vous savez, les Maliens ont une capacité d'adaptation extraordinaire, notamment aux questions des changements climatiques, qui sont ceux qui étaient les facteurs surtout contributifs principaux à la sécurité alimentaire. Elles ont développé des stratégies qui leur permettent de s'adapter à cette situation, et ces stratégies sont appuyées non seulement par l'État mais aussi par les partenaires de façon à la résilience. Maintenant, il y a des situations nouvelles qui sont celles qui sont liées à l'insécurité, notamment l'insécurité physique qui cause des déplacements massifs des personnes. Et ces personnes-là sont des personnes qui perdent du jour au lendemain leurs moyens de subsistance. Parce que quand vous avez une attaque, un village qui est ciblé par une attaque et que les populations sont obligées de se déplacer, comme on le voit aujourd'hui dans la zone de Massina, du cercle de Saro, on fait face à cette problématique. Et ces populations-là, c'est une situation vraiment qui nécessite un suivi au jour le jour, le temps de pouvoir les réinstaller chez elles et de recréer les conditions économiques pour leur permettre de se relancer. Donc je pense que, d'une façon générale, si le travail continue, celui de proximité dont j'ai parlé, celui vraiment de faire participer les communautés elles-mêmes dans tout ce qui les concerne, notamment l'amélioration de leurs moyens d'existence, on peut de façon considérable inverser la tendance. L'autre aspect, c'est qu'on a tendance, vous avez une situation dont on s'occupe dans le cadre du plan national de réponse annuel qui concerne une réponse à des chocs. Mais dans les évaluations qu'on a, et on est en train de travailler à cela, on a des situations qui sont liées en grande partie à des raisons structurelles. Vous avez des zones structurellement déficitaires ou des populations qui sont structurellement pauvres, donc il faut travailler à apporter des réponses aussi structurelles et durables. Et c'est pourquoi on s'engage de plus en plus aussi dans le renforcement de la résilience en réponse à ces genres de et consacrer simplement les réponses d'urgence aux populations qui sont touchées par des chocs conjoncturels. Avant qu'on en vienne pratiquement à la dernière question, qui serait un message à l'endroit de ceux qui nous regardent, à l'endroit des différentes populations, est-ce que vous souhaitez revenir sur un point en particulier? Alors, je souhaite revenir sur la bonne collaboration à tous les niveaux des acteurs qui sont impliqués dans la gestion de toutes ces opérations-là. Je voulais dire que nous travaillons ensemble pour améliorer les conditions de vie de nos populations. C'est bien d'apporter des réponses d'urgence, mais ce n'est pas les réponses d'urgence qui vont changer la situation de façon durable. Donc nous devons travailler ensemble pour qu'on mette en place des mécanismes et des interventions qui puissent changer durablement la situation. Et c'est pourquoi j'en appelle à l'implication à tous les niveaux de tous les acteurs pour que cela soit. J'ai aimé beaucoup l'intervention qu'on a faite à Tombouctou, où j'avais des populations qui m'ont dit « Nous, on n'a pas besoin que vous veniez. Nous avons des plaines sur lesquelles on produit à peu près 5000 tonnes par an. Si on perd ces 5000 tonnes, il ne servira à rien de venir après recevoir des dons de l'État qui vont nous soulager pendant un moment, mais qui ne vont pas permettre de régler les problèmes qui fait qu'on a perdu notre récolte. Donc on a besoin peut-être qu'en amont de la campagne agricole, que vous interveniez. On avait ces estimations, et je veux dire que la campagne a été sauvée et l'investissement qui a pu sauver la campagne était à peu près de 70 millions de francs. Déjà l'économie et puis permettre... Voilà, c'est là où j'en venais. Dans ces interventions d'urgence, non seulement elles n'ont pas d'impact durable, mais aussi elles coûtent excessivement cher. C'est pourquoi il faut se mettre dans la prévention et plutôt que dans l'intervention d'urgence. Et c'est là où vraiment je voulais focaliser l'appel pour
on se mette tous dans ce sens-là. Et nous allons y travailler. Nous allons nous approcher de tous les acteurs concernés, comme on le fait déjà, pour aller dans ce sens-là et renforcer cet axe-là. Merci beaucoup, Monsieur le ministre commissaire à la sécurité alimentaire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être un petit mot en dehors de votre message, un appel encore, on ne cesse de le dire, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'apporter une réponse rapide. Il faut que ces populations aussi soient conscientes de l'enjeu actuel même du monde qui le demande. Absolument. En fait, comme je l'avais dit lors du forum de Dakar, nous avons une richesse immense, un potentiel immense. Nous avons une population jeune à plus de 65%. Nous avons des terres fertiles et nous avons de l'eau à perte de vue. Donc nous devons tous travailler ensemble pour mettre en place tout ça ensemble pour vraiment être le pôle de production agricole de la sous-région, j'allais dire même de la région africaine. Nous en avons ce potentiel-là et nous devons y travailler. Et pour ça, comme vous l'avez dit, l'appel d'abord est lancé aux populations elles-mêmes pour qu'elles s'engagent dans cette voie, parce que nous pensons que c'est la voie du salut pour les Mali. Et plutôt que de répondre facilement à d'autres sirènes qui proviennent soit des groupes criminels, soit alors en tout cas s'expatrier et aller aussi continuer, parce que quand je vois des jeunes qui quittent ici et qui vont aller en Italie ou en Espagne faire de la récolte de la tomate, alors que on a de la terre à perte de vue pour produire nous-mêmes la tomate et plus que ça. Je pense que nous devons tous y travailler, main dans la main, pour réussir ce pari-là, et inverser ce processus. Merci beaucoup, Monsieur le ministre commissaire à la sécurité alimentaire. Vous êtes Monsieur Redouane Aga Mohamed Ali, vous êtes à la tête de l'institution depuis 2020. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation pour partager ce moment avec nos téléspectateurs pour informer davantage de personnes sur les enjeux de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce moment. On se dit à très bientôt sur Advance TV, la télé qui a une longueur d'avance.